Pinot est de ceux qui ont forgé leur histoire avec panache. C'est le sport romantique comme on l'aime, pas celui des palmarès mais plutôt celui qui déchaîne les passions et qui donne des frissons derrière son écran. Sur son avant-bras, il y est ancré en italien « Seule la victoire est belle ». Pourtant, c'est souvent dans des échecs aussi héroïques que dramatiques que le franc-comtois a brillé de mille feux. À quelques mois de sa retraite, ses derniers coups de pédale sur la grande boucle ont transcendé les foules. Des scènes de liesse poignantes sont sur le point de laisser place à un grand vide. À travers ce documentaire, on ouvre ensemble le livre d'un très grand du cyclisme qui aura fait rayonner son sport au-delà des victoires et d'un palmarès. Lisons ensemble les belles lignes qui ont fait l'histoire de l'idole Thibaut Pinot. Avant de te réciter la carrière passionnante de Thibaut Pinot, je t'invite déjà à liker la vidéo et à t'abonner, c'est super important pour le développement de la chaîne. Le premier chapitre de l'histoire de Thibaut Pinot s'écrit à Mélisée, un petit village situé au pied du massif des Vosges. Dans sa chambre d'adolescent, ce sont des posters de Richard Virenque qui recouvrent les murs. Cette fièvre du vélo lui vient de son père qui courait lui à l'échelle régionale. Pourtant, lui ainsi que sa mère ne le poussent pas tellement à s'investir dans le vélo et lui prédestinent plutôt un avenir au sein des forces de l'ordre. De son côté, étant très proche de la nature, de ses terres et de ses bêtes, Thibaut se verrait plutôt paysagiste. Alors quand il prend sa première licence à l'AC Bisontine, c'est vraiment avec la perspective du vélo plaisir et des bandes de copains. Pourtant, du côté de Besançon, dans le berceau de l'horlogerie française, Pinot montre déjà de très belles qualités, le guidon entre les mains. Aux grandes dames de son entraîneur, ses parents ne veulent pas qu'il prenne la route à vélo pour se rendre au lycée. Ils craignent les nombreux camions qui traversent les axes très fréquentés menant à la ville de Lure. Mais cela n'arrête pas le jeune Pinot. Malgré son jeune âge, il est déjà un travailleur, un dur au mal et décide de se lever 45 minutes plus tôt chaque matin pour faire du home trainer avant d'aller au lycée. Cette force de caractère, cette résilience l'habitera toute sa vie dès lors qu'il pose ses mains sur le guidon d'un vélo. Avec son club de Besançon, Thibaut brille assez rapidement. Les courses juniors manquent souvent un peu de pente pour lui, mais pourtant il y remporte quelques titres. En 2008, l'année de ses 17 ans, il lève les bras 9 fois en franchissant les lignes d'arrivée. Parmi ses victoires, le classement général de la Ronde de la Haute-Saône ou encore le Tour d'Ardèche junior. L'année suivante, en 2009, Thibaut passe en catégorie espoir et c'est sous les couleurs du CC Etup qu'il va donner ses prochains coups de pédale. En rejoignant ce club réputé de division nationale 1, il a l'ambition d'intégrer ensuite assez rapidement le circuit professionnel. Au CC Etup, Thibaut y retrouve son frère aîné qui est entraîneur là-bas, ayant eu une carrière cycliste stoppée brutalement à cause d'un problème cardiaque. Au sein de la formation de son aîné, Thibaut a de bons résultats, terminant 10e du championnat de France amateur. Surtout, il remporte le Tour de la Vallée d'Ost, une course très prisée du peloton amateur. Avec quelques victoires de prestige, Thibaut attire l'œil des recruteurs professionnels et c'est finalement avec la FDJ que le franc-comtois décide de s'engager. Le franc-comtois avait au départ l'intention de poursuivre une saison de plus chez les amateurs, mais son entraîneur le convainc de passer dès maintenant en Pro Tour. Et il semblerait qu'il ait vu juste. Thibaut signe sur la saison 2010 une 5e place sur le Tour du Finistère. Surtout, il termine meilleur grimpeur du Tour de Romandie, montrant à l'ensemble du World Tour ses qualités de pur grimpeur. Son ascension est ensuite fulgurante, d'abord en 2011 avec ses premières victoires au sein du peloton professionnel. Il remporte entre autres le Tour d'Alsace, une étape dans le Tour de l'Ain ainsi que la Semaine Lombarde. L'année suivante, le jeune grimpeur de Lure a un calendrier ambitieux et il compte notamment prendre part à son premier grand tour. Pour autant, son début de saison est délicat et il met quelques temps à mettre en route en réalisant des bons tours de Suisse et de Romandie. Ses belles performances lui valent d'être appelé à la dernière minute pour prendre le départ du Tour de France. Il y remplace Arnold Jansson, le leader de la formation FDJ qui ne peut pas prendre le départ à cause d'une blessure. Pinot est alors le plus jeune partant de ce Tour de France. Il est là pour découvrir et appréhender la difficulté de cette course mythique. Bien sûr, il est encore trop jeune et inexpérimenté pour se frotter aux cadors annoncés du classement général que sont le vainqueur sortant Cadel Evans et le Britannique Bradley Wiggins. La lutte en haut du classement verra finalement Wiggins s'imposer cette année, bénéficiant notamment d'un parcours très favorable avec un prologue et 2 contre-la-montre sur lesquels il aura pu faire parler ses qualités de rouleur. En spécialiste de l'effort solitaire, il est un vainqueur surprenant puisqu'il était loin d'être le plus fort dans les étapes pentues de ce Tour de France, ce qui a donné lieu à une scène mythique où son coéquipier, le jeune Christopher Froome, a dû freiner ses ardeurs dans la montée de la Toussuire et attendre son leader quelques mètres plus bas. Assez loin de cette bataille, Thibaut Pinot a lui aussi eu son moment de gloire sur ce Tour. Le 8 juillet, lors d'une étape entre Belfort et Port-Rentuy, avec 13 autres coureurs, il part à la poursuite de Kessiakov seul en tête. Dans ce groupe de contre, c'est lui le plus fort. Il s'en va finalement déposer ses compagnons pour continuer la poursuite en solitaire dans les 20 derniers kilomètres. Mètre après mètre, il reprend du terrain sur le Suédois. Il finit par revenir sur lui, puis lâche alors toutes ses forces dans la bataille pour laisser sur place Kessiakov et résister au retour des favoris. Quelques kilomètres plus tard, poussé par les encouragements de son directeur sportif Marc Madiot, il s'offre finalement la plus belle victoire de sa jeune carrière. Rentré par la grande porte sur le Tour de France, c'est son premier Tour de France.
comme Peter Sagan, excusez du peu. Du haut de ses 22 ans, Thibaut s'est imposé comme un patron sur les pentes des cols du Jura, à seulement 60 km de son village familial. Au terme du Tour à Paris, Thibaut signe finalement un top 10 au classement général. C'est une performance historique puisque c'est le plus jeune coureur à finir dans les 10 premiers depuis 1947. Personne ne te connaissait et là, 3 semaines plus tard, tu signes l'autographe, tu vois, ça a changé. Hein. Ouais, personne ne me connaissait, j'espère quand même que dans le milieu, on me connaissait un peu. Dans le milieu, mais... J'ai quand même fait des résultats, je ne sors pas de nulle part non plus. Je suis content de mon Tour de France, 10ème, moi j'aurais jamais pensé faire ça, donc non, je suis super content. Je pensais plus à rêver, faire une échappée et pourquoi pas utiliser une victoire d'étape. Donc la victoire d'étape, j'y pensais plus que le top 10 sur général. Sa saison 2012 est déjà une réussite, il la poursuivra en décrochant une 5e place sur le Tour de l'Ain, puis un abandon anecdotique sur le Tour de Lombardie. Avec sa victoire de prestige sur la Grande Boucle, Thibaut est maintenant plus attendu et son statut a quelque peu évolué. Il démarre la saison 2013 avec une pression nouvelle. Pour autant, en préparation du Tour de France, tout se passe plutôt bien pour Pinot avec une belle 5e place sur le Tour de Suisse qui est de bon augure. Finalement, Pinot semble crispé sur les routes françaises et cela va finir par se voir. Lors de la première étape pyrénéenne, contre toute attente, ce n'est pas dans les ascensions mais dans la descente du col de Paillers que le Français se fera distancer. Il semble complètement tétanisé sur son vélo. L'on apprendra plus tard qu'il s'agit d'un réel blocage psychologique suite au traumatisme d'une chute en junior qui refait surface. Thibaut explique qu'il s'était cassé les 2 avant-bras lors de cet accident. Et bien sûr, un malheur n'arrive jamais seul. Sous le coup de la frustration, Thibaut arrache son oreillette, le câble se prend dans les rayons de sa roue avant et il est obligé de se faire dépanner. À l'arrivée, il accuse un retard de 6 minutes et un joli coup de massue sur la tête. Le lendemain, il n'arrivera pas à se relancer et terminera dans un gruppetto à plus de 25 minutes. Son tour est déjà une déroute, le franc-comtois a explosé sous la pression. Quelques jours plus tard, il abandonne et il prend la route seul à bord d'une voiture de location pour rentrer chez lui. 500 km interminables de profonde solitude. 3 semaines après un bref passage sur sa terre natale avec sa famille et sa nature qu'il aime profondément, Thibaut reprend la compétition. Il se sent alors une grande motivation et termine à la 6e place du Tour de l'Ain. C'est une preuve qu'il est un coureur qui fonctionne énormément au mental et qu'il a besoin de s'éloigner de la surpression médiatique qu'on retrouve notamment sur le Tour de France. Il participe ensuite au Tour d'Espagne où il a à nouveau de très bonnes jambes, ce qui lui permet de suivre les meilleurs en montagne et de terminer à la 7e place. Il coupe alors quelques semaines pour se ressourcer, profiter de ses amis, voir des matchs au Parc des Princes et s'adonner à quelques sessions de pêche sur le plateau des 1000 étangs. Mais ce n'est pas sa seule préoccupation de l'intersaison. Il a aussi l'intention de régler son problème d'appréhension dans les descentes. Pour cela, il fait appel à l'ancien pilote Max Memmers pour une semaine de stage de conduite intensive et à haute vitesse. Il participera même au Trophée Andros à l'issue de ce stage. À la fin de cette parenthèse automobile, il déclarera même qu'il se sent désormais invincible. Il peut alors attaquer 2014 plus sereinement et avec l'objectif de participer au Tour de France et surtout d'y faire bonne figure. C'est vrai que j'ai déjà fait un top 10, donc pour moi ma place, ma vraie place, elle est entre la 5e place et la 8e place. Bien sûr, il ne fait pas office de favori pour la Grande Boucle où on retrouve un plateau très relevé de coureurs, notamment Christopher Froome, le tenant du titre, Alberto Contador, double vainqueur de l'épreuve, ou encore Vincenzo Nibali, le champion italien. Pinot redoute une étape en particulier, la 5e, celle des pavés. Pourtant, il passe plutôt pas mal cette journée avec la majeure partie des favoris, alors que le tenant du titre, Christopher Froome, a lui dû abandonner à cause d'une chute en début d'étape. Quelques jours plus tard, c'est Alberto Contador qui abandonne à son tour. Il y a alors un boulevard pour Vincenzo Nibali. Derrière le requin de Messine qui survole chaque étape de montagne, on retrouve contre toute attente 2 coureurs français qui sortent du lot des favoris restants pour la course au podium. D'un côté, on retrouve l'expérimenté Jean-Christophe Perrault et de l'autre, c'est bien notre jeune Thibaut Pinot. Si Thibaut semblait un cran au-dessus en montagne et à la 2e place du classement à l'aube de la 20e étape, il ne saura résister au retour de l'ancien champion de VTT de 38 ans lors du contre-la-montre. Pourtant, ce dernier avait tout contre lui, subissant même une crevaison durant son effort. Mais ce jour-là, il était transcendé et cela ne l'arrêta pas. Le lendemain, Pinot montera tout de même avec beaucoup de fierté sur le podium du Tour, le maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules. J'ai surtout appris justement de la gestion des 3 semaines, comme quoi je suis capable de finir un Tour de France assez fort par rapport à mes concurrents. Je suis capable de remonter sur le podium, j'espère, façon meilleure encore comme je l'ai fait cette année. En fin d'année, Thibaut décide de partir à nouveau à l'assaut de la Vuelta et d'y viser une victoire d'étape. Malheureusement, il est fiévreux peu avant le départ et souffre dès les premiers jours des très fortes chaleurs. Il subit un calvaire lors de la 4e étape qu'il déclarera comme étant le pire moment de sa carrière sur un vélo. Une semaine plus tard, n'arrivant pas à se remettre d'aplomb, il abandonne. Il décide alors de couper le vélo durant 6 semaines pour se ressourcer avant d'attaquer une nouvelle saison. Gonflé à bloc après cette coupure, Pinot a de nouveau de belles ambitions pour 2015. D'après son directeur sportif, il prend de plus en plus de place au sein de son équipe et commence à réellement avoir l'étoffe d'un leader. À sa demande, Marc Madiot fait signer Steve Morabito, l'ancien lieutenant de Cadel Evans, qui va pouvoir l'épauler en montagne. Ça démontre bien que son équipe lui fait 100% confiance et mise beaucoup sur lui. En préparation du Tour de France, Pinot prend de nouveau
nouveau part au Tour de Suisse et de Romandie, et comme souvent, ses routes helvétiques et romandes lui sont très favorables. Il remporte en solitaire les 2 étapes reines de ses différentes courses à étapes, montrant alors à tous ses rivaux qu'il est dans une forme resplendissante. J'ai pu aborder la préparation du Tour de Suisse assez tranquille. Et du moment que tu es assez serein dans la tête depuis le début de saison, tout se passe très bien. Donc voilà, pour l'instant, c'est que du bonheur cette saison. Sa bonne condition se confirme d'entrée lors du contre-la-montre à Utrecht, où Thibaut Pinot signe le meilleur temps des favoris, démontrant au passage une progression exceptionnelle sur ce type d'effort. Malheureusement, la joie est de courte durée dans l'équipe FDJ et l'ascenseur émotionnel va être violent. Durant les 3 étapes suivantes, Pinot va enchaîner les galères. D'abord une bordure sur l'étape de Zélande, puis un manque de fraîcheur dans le final en direction de Huy qui lui coûtera encore du temps, et finalement des ennuis mécaniques sur l'étape des pavés qui l'amènent à se retrouver à 6 minutes 30 du maillot jaune après seulement 4 jours de course. C'est déjà une déroute pour lui alors que le Tour était si bien parti. Durant les premières étapes de montagne, il n'est pas non plus à son avantage et termine loin des favoris. Finalement, niveau cardiaque, ça n'a pas suivi du tout, donc je suis pas bien, c'est tout. Puis à mi-parcours, il semble reprendre des couleurs et change alors de stratégie. Il décide maintenant de se montrer plus offensif et d'aller chasser les étapes en prenant des échappées. Une première opportunité de victoire s'offre à lui lors de la 14e étape en direction de Mende. Durant la dernière ascension, avec son compatriote Romain Bardet, ils sont sans aucun doute les plus forts du groupe de tête et finissent par lâcher tout le monde. Malheureusement, les 2 Français étant des rivaux notoires, ils ne collaborent pas, et c'est finalement Steve Cummings qui revient de l'arrière et vient les déposer dans le dernier kilomètre. Pinot retente sa chance 3 jours plus tard, où il repart en échappée avec un groupe de 28 coureurs. Simon Geschke se détache de ce groupe à mi-parcours, puis en haut de la dernière ascension, Pinot semble être le plus fort du reste de l'échappée et part seul à sa poursuite. Le franc-comtois jouera encore de malchance. Il part à la faute dans la descente et ne parviendra pas à recoller sur le baroudeur allemand qui file vers la victoire. Décidément, dans ce tour, rien ne sourit aux grimpeurs de Lure. Une dernière opportunité se présente alors pour Thibaut avec l'avant-dernière étape dont l'arrivée est fixée au sommet de l'Alpe d'Huez. Pourtant, sur cette 20e étape, ce n'est pas Pinot qui se retrouve à l'avant, mais son coéquipier Alexandre Géniez. Thibaut reste lui dans le peloton avec les hommes forts. Lorsque la course s'emballe sous l'impulsion des Movistar Alejandro Valverde et Nairo Quintana, Pinot est un des derniers à tenir les roues des leaders. Il tient la cadence jusqu'aux dernières rampes du col de la Croix de Fer, puis finit par lâcher quelques longueurs. Finalement, il bénéficie d'un round d'observation entre les 4 leaders du classement général et revient de l'arrière. Sans hésitation, il prend la roue de Ryder Hesjedal qui profite de ce moment de flottement pour attaquer. Ils partent alors à la poursuite d'Alexandre Géniez, coéquipier de Pinot, seul en tête. Les 2 hommes sont forts et reviennent avec un rythme soutenu sur Géniez qui se relève finalement pour porter un relais à son coéquipier. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est à nouveau un mano à mano entre le Français de la FDJ et le Canadien de la Cannondale. Pinot place alors une superbe attaque dans le virage des Hollandais et s'en va seul vers la victoire en résistant au retour de Nairo Quintana. Il tourne bien, il va le faire. Thibaut Pinot est un géant, j'en ai les frissons, mais c'est incroyable. Je pense que voilà, il a fait le plus dur. Il va basculer la flamme rouge, il va reprendre de la vitesse dans la descente. A priori, c'est quasiment fait. Thibaut Pinot remporte la 3e victoire française sur le Tour de France, la 2e pour un Tour de France, la 1re pour la FDJ. Chapeau. Cette victoire d'anthologie en haut de l'Alpe d'Huez a le goût de la rédemption pour celui qui était jusque-là passé complètement à côté de son tour. On a eu une première semaine difficile. Après, à partir des Pyrénées, voilà, on s'est remobilisé et puis voilà, c'était parti. Tous les jours, on allait échapper à 2 ou 3 des fois. Et je sais pas s'il y a beaucoup plus fort en France que de gagner l'Alpe d'Huez, mais c'est vrai que gagner ici, c'est extraordinaire. Ouais. Pinot clôture alors sa saison avec de jolies performances et un podium sur le Tour de Lombardie, le dernier monument de la saison. Il a su rester avec les plus forts dans la dernière ascension et il se fera seulement barrer la route par un très grand Vincenzo Nibali qui réussit à s'échapper dans la dernière descente menant à Côme. C'est décidément une saison où Thibaut aura montré une très grande force de caractère en se remobilisant après l'échec au classement général sur le Tour de France. Durant l'intersaison, Thibaut acquiert une maison dans son village d'enfance de Mélisée au pied des Vosges. Il se rapproche ainsi de sa famille et d'un mode de vie qui lui est très cher. Comme à son habitude, il coupe le vélo durant plusieurs semaines et en profite pour faire pas mal de ski de fond et se vider la tête. À la reprise avec l'équipe FDJ, Thibaut est épaulé d'un nouveau lieutenant. Après Steve Morabito, c'est maintenant le grimpeur suisse Sebastian Reichenbach qui vient renforcer l'équipe. Plus que jamais, la formation de Marc Madiot fait bloc derrière son leader. En 2016, Thibaut impressionne par sa puissance. Autrefois qualifié de pur grimpeur par ses entraîneurs, il est désormais un coureur complet, taillé pour les courses à étapes. C'est sur les épreuves solitaires qu'il a complètement
complètement explosé ces derniers mois. Il y remporte même des contre-la-montre face à des spécialistes comme Tom Dumoulin, Jérôme Coppel ou encore Bob Jungels et finit par devenir champion de France de la discipline. Affichant alors un super niveau, il domine même Christopher Froome sur ses routes du Tour de Romandie. Arrive alors le Tour de France, mais Thibaut passe encore complètement à côté de l'épreuve et finit par abandonner à cause d'une bronchite. Les Jeux Olympiques ont lieu quelques semaines plus tard, mais il doit également y renoncer, n'étant pas suffisamment remis. Finalement, comme on pouvait s'y attendre à force de cumuler les échecs sur la grande boucle, Thibaut annonce qu'il souhaite participer au Tour d'Italie, présageant alors qu'on ne le verrait sûrement pas sur le Tour de France 2017. Son histoire avec le Giro démarre d'une superbe manière. C'est la 100e édition de cette course mythique et le plateau de coureurs est magnifique. Nibali, double vainqueur de l'épreuve, est nettement le favori, mais d'autres coureurs peuvent prétendre jouer les troubles fêtes et c'est bien sûr le cas de Thibaut Pinot. La première semaine se passe sans encombre pour le franc-comtois et c'est au moment de la première étape en haute altitude que l'on va pouvoir jauger des forces de chacun. Sur ce 9e jour de course qui s'annonce très important pour la suite, les organisateurs ont placé l'arrivée en haut du terrible Blocos. C'est Quintana qui lance les hostilités, suivi seulement par Nibali et Pinot. Nibali cale un peu dans la roue du petit grimpeur colombien et rapidement Thibaut Pinot ne peut plus suivre non plus la cadence infernale de Nairo Quintana qui semble voler sur les pentes du Blocos. Quintana s'en va remporter la victoire d'étape et le maillot rose de leader au passage. Pinot fait 2e, accompagné par l'étonnant rouleur Tom Dumoulin qui a réalisé une ascension exceptionnelle. Le lendemain, Tom Dumoulin rafle à son tour le maillot rose en écrasant le contre-la-montre entre Foligno et Montefalco. Le Néerlandais confortera même son avance en s'imposant lors de l'étape 14, semblant alors intouchable. Mais le scénario de ce Giro réserve encore quelques surprises. Étonnamment, ce n'est pas dans les forts pourcentages que Dumoulin craque, mais bien sur le plat alors qu'il est pris subitement de maux de ventre. Le peloton des favoris part sans lui, esselé il perd finalement plus de 2 minutes sur Nibali, mais conserve son maillot rose pour 30 secondes. Thibaut Pinot a lui craqué sur les pentes du Stelvio et concède également 1 minute 30. Le podium semble désormais s'éloigner pour lui. Pourtant, les cartes sont rebattues quelques jours plus tard lorsque Dumoulin, Nibali et Quintana se regardent, laissant partir Pinot, Zaccarin et Pozzovivo, les 4e, 5e et 6e du général. Ils reprennent alors 1 minute sur le podium et reviennent tous dans la course à quelques jours de l'arrivée. Pinot reprendra même encore du temps sur ses rivaux durant l'étape 19, alors que Tom Dumoulin a lui un peu craqué et cède sa tunique de leader à Quintana. Les 4 premiers se tiennent en moins d'1 minute et tout reste ouvert. Le lendemain, pour la dernière étape de montagne avant le contre-la-montre final, la victoire se règle entre les hommes forts de ce Giro et Thibaut, au terme d'une remontée pleine de panache, lève les bras au sprint devant Zaccarin, Nibali, Pozzovivo et Quintana le maillot rose. Tom Dumoulin, qui s'est fait lâcher dans l'ascension finale, a réussi à limiter la casse en ne terminant à seulement 15 secondes du groupe de tête. Au matin de la dernière étape en contre-la-montre, le franc-comtois est monté sur le podium alors que Dumoulin vient de s'en faire éjecter. Il ne faut pourtant pas se méprendre, le Néerlandais étant l'un des meilleurs du monde sur cette discipline, il reste favori pour la victoire finale. Pinot lui semble être en bonne condition pour conserver son podium, avec sa tenue de champion de France du contre-la-montre sur les épaules, ainsi qu'une supériorité théorique dans l'exercice par rapport à Nibali et Quintana. Comme prévu, Tom Dumoulin renverse encore la course et remporte cette magnifique édition du Giro. Malheureusement pour notre Français, ce n'était pas son heure et il échoue finalement au pied du podium. C'est tout de même un magnifique tour réalisé par le grimpeur de Lure, il ne doit pas avoir de regrets. J'ai donné le maximum et voilà, je suis 4e, les 3 premiers méritent aussi leur podium, donc voilà, chacun est à sa place, je pense. Pour l'avenir, c'est très important, ce Giro va me donner de la confiance pour continuer et un jour j'espère pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Ça restera dans ma carrière un moment clé. Ouais. Logiquement épuisé par ces 3 semaines de course de très haut niveau, il ne pèsera jamais réellement sur le Tour de France. Il remporte néanmoins le Tour de l'Ain quelques semaines plus tard, puis se classe 5e du Tour de Lombardie, encore une fois distancé par Vincenzo Nibali dans la descente finale. C'est une course dans laquelle Thibaut arrive toujours à bien figurer, mais il lui manque toujours un petit quelque chose pour faire la différence dans le final. L'air italien plaît à Pinot et il annonce qu'il participera à nouveau au Giro en 2018. Cette course lui tient particulièrement à cœur. Sur ce Giro, il est encore à son avantage et se retrouve 5e du général en 3e semaine. C'est lors de la 19e étape, pendant que Froome est en mission pour prendre le maillot rose en attaquant à 80 km de l'arrivée, que Pinot fait lui aussi une belle course et récupère la 3e place à 2 jours de l'arrivée. Malheureusement, le scénario est cruel. Dès le lendemain, il est victime d'une défaillance et ne peut absolument pas suivre le rythme. Exténué et en souffrance, il termine tant bien que mal l'étape à plus de 45 minutes du vainqueur et finira à l'hôpital le soir même.
Il s'avérera finalement qu'il était atteint d'une pneumopathie. Il déclare alors également forfait pour le Tour de France, préférant attendre de se remettre en état et visant plutôt le Tour d'Espagne en septembre. Sur cette Vuelta, il ne vise pas le classement général mais est plutôt là pour chasser les étapes. C'est une position qu'il affectionne puisque ça le libère du statut de leader. La Vuelta est une réussite pour lui puisqu'il arrive à remporter 2 étapes en fin de tour. Vient ensuite les championnats du monde où la France peut compter sur une magnifique équipe avec notamment Barguil, Bardet, Pinot et le grand favori de l'épreuve, Julien Alaphilippe. Thomas Voeckler, le sélectionneur français, décide de jouer à 100% la carte Alaphilippe. Pinot se sacrifie alors pour jouer un rôle d'équipier de luxe. Malheureusement, Julien est moins fort que prévu et même si Bardet prendra la 2e place à l'arrivée, il est certain que Thibaut se sentait fort ce jour-là et qu'il vient peut-être de laisser passer sa seule chance de tenter de devenir champion du monde. Sur une bonne lancée, le franc-comtois part alors à la chasse des courses italiennes d'un jour de fin de saison. Il termine alors 5e du Tour d'Émilie et 2e des 3 vallées varésines. Dès le lendemain, il s'impose en solitaire sur Milan-Turin, ce qui constitue sa première victoire professionnelle sur une course d'un jour. Il aborde alors le monument du Tour de Lombardie avec beaucoup de sérénité et de confiance. Encore une fois, il va falloir battre le requin de Messine Vincenzo Nibali, toujours impérial sur cette course. Comme prévu, le show Nibali démarre de très loin. À 50 km de l'arrivée, il attaque dans le mur de Sormano. Seul Pinot peut le suivre, puis les 2 hommes rejoignent finalement Primož Roglič qui avait attaqué lui aussi un peu plus tôt. Egan Bernal les rejoint également dans la descente juste avant la montée finale du Civiglio. Mais dans ces pentes intransigeantes, il y a bien 2 hommes qui sont au-dessus du lot et qui se détachent définitivement. Ce sont bien les 2 favoris de la course, Vincenzo Nibali et Thibaut Pinot. Bien sûr, Pinot a en tête sa défaite de l'an dernier, où il n'avait pas réussi à suivre Nibali dans la descente du Civiglio. Il ne veut alors pas se retrouver dans la même situation. Il va donc se livrer pleinement dans ce mano à mano et harceler l'Italien qui revient inlassablement à sa hauteur. Dans le dernier kilomètre, alors que l'on pense que les 2 hommes font jeu égal, Nibali finit par lâcher. Pour autant, il y a toujours une part d'inquiétude. Le requin de Messine est un des meilleurs descendeurs du monde et Thibaut a quant à lui souvent été en difficulté dans ce domaine. Mais comme une revanche sur ses échecs passés, le franc-comtois réalise une descente magistrale. Il reprend même du temps sur l'Italien pour finalement lever les bras à l'arrivée de ce magnifique monument. C'est sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière. Le succès de Thibaut Pinot dans sa course préférée, victoire du Français dans le Tour de Lombardie, magnifique succès de Thibaut Pinot. Quelle abnégation. Gagner ici, il y a une victoire que je voulais dans ma carrière, c'est celle-là. Donc c'est le plus beau jour de votre carrière. Bien sûr, là-dessus, il n'y a pas... c'est le plus beau jour de ma carrière, la plus grande victoire. C'est un monument, donc Lombardie, pour tous les coureurs, c'est une course qui fait rêver et moi, elle m'a toujours fait rêver. Merci beaucoup Thibaut, bravo. Vous avez rêvé aussi. Après avoir brillé sur les routes italiennes où il est très apprécié, Thibaut annonce qu'il fera son grand retour sur le Tour de France en faisant son objectif principal de 2019. Sur la grande boucle cette année, pas de Christopher Froome. Les prétendants à la victoire finale sont plutôt Geraint Thomas, le vainqueur sortant, et son jeune coéquipier Egan Bernal. Thibaut Pinot a quant à lui un profil d'outsider qui lui convient plutôt bien. Les premiers jours de course sont animés par le génial Julien Alaphilippe qui s'empare du maillot jaune avec panache dès la 3e étape. Vient alors la première étape de montagne dont l'arrivée a été fixée au sommet de la planche des belles filles. Ce sont Giulio Ciccone et Dylan Teuns qui se jouent la victoire au terme d'une longue échappée. Teuns l'emporte, mais Ciccone a un autre objectif, il est proche de Julien Alaphilippe au général et compte bien récupérer la tunique de leader. Alors que les favoris arrivent dans la dernière ascension, Julien n'a plus le choix, il décide de passer à l'offensive pour sauver son maillot jaune. Finalement, il en termine aux côtés de Geraint Thomas et Thibaut Pinot. Ils semblent alors être les hommes les plus forts de ce début de tour. Belle opération pour Pinot, et malheureusement ça ne suffit pas à Julien qui perd le maillot jaune pour 6 secondes. 2 jours plus tard, une étape promise aux baroudeurs se présente au peloton. En effet, Thomas de Gendt s'en va s'imposer après avoir déposé ses compagnons de l'échappée matinale. Surtout, cette étape ne devrait en apparence pas faire bouger les leaders, mais c'est sans compter sur le panache de Julien Alaphilippe. Le Français attaque dans la dernière bosse pour essayer d'aller récupérer le maillot jaune. Thibaut Pinot sent venir l'attaque et se jette dans la roue de Julien. Les 2 Français se relaient parfaitement dans une entente de circonstances. Ils vont récupérer pratiquement 30 secondes sur le peloton à l'arrivée, ainsi que la première place du classement général pour Julien, qui peut reprendre son épopée en jaune. Mais cette alliance de circonstances sera de courte durée. Lors de la 10e étape, sur le papier anodine, la course va s'emballer en une poignée de secondes. À 30 km de l'arrivée, une partie du peloton vient de prendre un rond-point du mauvais côté, perdant alors beaucoup de vitesse, mais aussi beaucoup de position. C'est le moment choisi par l'équipe Deceuninck Quick-Step et le maillot jaune en personne pour placer une grosse accélération en tête de peloton. Le coup de force de Julien Alaphilippe et son équipe vient littéralement de faire exploser le peloton et Pinot est pris dans un coup de bordure. On a alors l'impression que ce groupe va recoller,
Mais lorsque les équipes de sprinteurs mettent en route, l'écart va se creuser inlassablement jusqu'à l'arrivée. Thibaut Pinot encaisse alors un débours d'1 minute 40, ruinant complètement ses efforts du début de tour. Thibaut, c'est pas une bonne journée, quoi, tout simplement. Hein. Ouais. C'est ce que je dis. Rien à dire, c'est une journée de merde et puis c'est pour ça quoi. Le rond-point, on a fait 100 mètres en plus que tout le monde. On était nuls aujourd'hui, nul. Si, on était nuls aujourd'hui. Allez. On ne l'avait jamais vu aussi en forme avant même la haute montagne, qui est vraiment son terrain le plus favorable. Il était au matin de cette étape devant tous les favoris. Au soir de l'étape, il est 10e du classement général. Le coup de massue est terrible. Arrive le contre-la-montre à Pau et c'est Julien Alaphilippe qui s'impose magnifiquement avec le maillot jaune sur les épaules, devant Geraint Thomas qui était sans aucun doute le favori de cette étape. Pinot a lui aussi réalisé un superbe chrono, du niveau de ceux qu'il réalisait en 2016, l'année où il fut champion de France de la discipline. Il remonte alors à la 7e place du classement général. Dès le lendemain, c'est le mythique Tourmalet qui attend les coureurs. David Gaudu, le lieutenant de luxe de Pinot, met un gros coup d'accélération en tête de peloton. Il place son leader sur orbite. Le Franc-Comtois conclut alors magnifiquement cette étape sous les encouragements, ou plutôt les hurlements passionnés de Marc Madiot. Il s'impose en haut du Tourmalet et montre définitivement qu'il est l'homme le plus fort de ce tour en haute montagne. Derrière lui, Julien Alaphilippe prend la 2e place pour un historique doublé français. Dans l'étape 15 qui arrive au Prat d'Albi, Pinot est encore le plus costaud du groupe des favoris et signe une ascension de haute volée. Il revient alors à la 4e place du classement général, tandis que Julien Alaphilippe a lui lâché pas mal de temps. Durant l'étape 18, Egan Bernal reprend un peu de temps aux autres à 3 jours de l'arrivée à Paris. Le suspense est alors maximal avant la 19e étape et une arrivée à Tignes en haute altitude qui pourrait très bien convenir à Thibaut Pinot. Pourtant, au bout de quelques kilomètres, Pinot descend à hauteur de la voiture médicale et semble souffrir de la cuisse. L'on ne comprend pas très bien ce qui arrive au coureur franc-comtois si tôt dans l'étape. Quelques minutes plus tard, les images sont terribles. Le grimpeur français est en pleurs et en plein désarroi. Il a contracté une blessure musculaire à la cuisse. Le scénario est cruel, Pinot met pied à terre et abandonne le Tour de France alors qu'il était en très bonne posture pour réaliser quelque chose de très grand. Oui, t'en as marre, mais c'est normal que t'en aies marre maintenant. C'est normal. C'est normal. C'est injuste, il ne méritait pas de perdre comme ça, cette défaite le poursuivra longtemps et il dira même que c'est la plus grosse claque de sa carrière de cycliste. Lors de cette étape 19 fatale à Pinot, Julien Alaphilippe aura lui aussi perdu gros. Il est décroché dans l'ascension de l'Iseran, mais part comme un boulet de canon dans la descente. Il sera alors stoppé par la grêle, la course est neutralisée, ce sont les temps de passage au sommet de l'Iseran qui seront pris en compte. Julien perd alors le maillot jaune ce jour-là et ne le portera plus jusqu'à Paris, où Bernal décroche lui son premier Tour de France à seulement 22 ans. Les années qui vont suivre vont être plus compliquées pour Pinot. Lors du Tour de France 2020, il chute dès la première étape alors qu'il faisait partie des favoris. Le dos en vrac, il ne peut pas peser sur la course ni même prendre les échappées. Il terminera au courage ce tour, voulant absolument participer au contre-la-montre passant par Mélisée, son village familial et résidence actuelle. Pinot a maintenant la trentaine et beaucoup plus de recul sur ce qui se passe dans le monde du cyclisme. Il renforce alors ses prises de position contre le dopage et la surmédication. Cela a toujours fait partie d'une sorte de code d'honneur pour lui. Aujourd'hui, il sent bien que le cyclisme est à deux vitesses et qu'il ne se bat pas avec les mêmes armes que les autres. Sa blessure au dos le poursuivra aussi en 2021 et il est de toute manière exténué mentalement et physiquement après des années passées au plus haut niveau. L'année qui suit, il revient à nouveau un peu plus sur le circuit mais sans réellement peser sur les grandes courses. Finalement, il annonce en janvier 2023 qu'il va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Il déclare également sa volonté de prendre part une dernière fois au Giro ainsi qu'au Tour de France et bien sûr de retenter une dernière fois sa chance sur le Tour de Lombardie qui lui est très cher. Pour ce dernier Giro, il ramène à la maison le maillot azzurro de meilleur grimpeur
grimpeur et termine également 5e du classement général. C'est une très jolie performance pour un coureur qui réalise là sa dernière saison. Quelques semaines plus tard, sa participation pour le Tour de France est confirmée. Il n'est cependant pas leader de la formation Groupama FDJ puisque c'est sur David Gaudu que Marc Madiot a décidé de miser pour le classement général. Pinot est là pour le soutenir mais ne compte pas perdre volontairement du temps. Il est aussi là pour être offensif et tenter de jouer les victoires d'étape. Le coup d'envoi de ce tour est donné au Pays Basque. C'est un départ spectaculaire puisque dès cette première étape, une première bataille entre les favoris a lieu. Si Pogačar et Vingegaard semblent déjà très costauds, Pinot en termine lui 4e, montrant qu'il est bien prêt à donner ses derniers coups de pédale virevoltants sur la grande boucle. Thibaut épaulera très bien son leader, comme on aura pu le voir sur les pentes du Puy-de-Dôme, et comme annoncé, il se montre également très offensif. Il est présent dans 4 échappées sans jamais réellement parvenir à jouer la victoire finale. Les étapes de montagne défilent et il voit ses opportunités se réduire. Arrive alors la 20e étape que tout le monde attend puisqu'elle aura lieu dans les Vosges, traversant la Franche-Comté de Thibaut Pinot. L'émotion risque d'être très importante, d'autant plus qu'un élan d'amour sans précédent du public français pour Thibaut Pinot se fait ressentir depuis le début du tour. Au petit matin, les supporters sont déjà présents dans le petit ballon pour acclamer l'idole. Il se constitue également le fameux virage Pinot, prêt à tout donner derrière le champion franc-comtois. C'est le jour J pour lui, l'enjeu premier est surtout d'arriver à intégrer l'échappée. Chose qui s'annonce compliquée en cette fin de tour où les organismes sont à bout de force. La course est mouvementée en début d'étape, puis un groupe se détache dans la descente du ballon d'Alsace, mais sans Thibaut Pinot. C'est quelques kilomètres plus tard qu'il parvient à sortir à la pédale, dans les derniers mètres du col de la Croix des Moines et parvient ensuite à rejoindre la tête de course. Ce groupe-là est composé de costauds qui pourraient se jouer la victoire, mais sans compter sur l'équipe UAE qui roule pour Pogačar. Le Slovène a déjà coché cette étape et ne compte pas laisser de chance aux hommes de tête. C'est alors à un peu plus de 30 km que le grand spectacle de l'idole démarre. Sans se poser de questions, il prend les devants et roule à bloc dans la montée du petit ballon. Complètement transcendé, le Français finit par lâcher ses compagnons d'échappée à 6 km du sommet. La foule extrêmement dense est en train de galvaniser le Français qui s'apprête à se présenter seul en tête devant les siens dans le virage qui lui est dédié. On vit alors un moment légendaire du cyclisme. L'émotion est immense, notamment du côté de Marc Madiot qui est en larmes dans sa voiture. Dans cette euphorie générale, Thibaut reprend du temps au groupe maillot jaune et l'on bascule dans l'irréel lorsqu'il franchit le sommet avec 1 minute 30 d'avance sur le peloton maillot jaune. Ce qui semblait impossible est peut-être à portée de main, et si le Français pouvait résister au retour de Pogačar et Vingegaard, lorsque le franc-comtois entame l'ascension du Plätzer-Wesel, tout le monde retient son souffle en espérant que ça tienne jusqu'à l'arrivée. Seulement, à 5 km du sommet, Pogačar allume la mèche et les fond immédiatement. C'est l'ascenseur émotionnel puisque l'on comprend que ça ne suffira pas pour Pinot. Pourtant, un dernier espoir se présente lorsque Pogačar et Vingegaard se regardent, se toisent et même s'arrêtent quasiment. L'on se dit que la scène peut profiter à Thibaut. Ce répit sera de courte durée lorsque la fusée Félix Gall vient relayer les 2 leaders du général et permet un regroupement avec la tête de la course. Thibaut Pinot finit par lâcher la roue des meilleurs. Qu'importe, l'idole aura livré un très grand spectacle pour sa dernière sur le tour et des souvenirs mémorables resteront gravés dans l'esprit de tous ses fans. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Pinot sur le Tour de France. Au moment où j'écris ces lignes, il lui reste un dernier rendez-vous avec le cyclisme professionnel. Ce sera sur le Tour de Lombardie que Thibaut donnera ses derniers coups de pédale et tentera de réaliser un nouvel exploit. Le moment le plus fort de sa dernière saison restera cette ascension magnifique du petit ballon. Mais qui sait, avec lui, on ne peut jamais être sûr de rien, alors peut-être qu'il rayonnera à nouveau sur le Lombardie en octobre. On promettait l'héritage de Bernard Hinault à Thibaut Pinot. On savait aussi que c'était réellement lui le seul cycliste français actuel ayant les capacités et la génétique taillée pour remporter un grand tour. Malgré toute la volonté du monde, il n'aura jamais réussi cette quête. Et pourtant, c'est en figure de perdant magnifique, avec des très hauts et des très bas, qu'il aura déchaîné les passions durant toute sa carrière. Il laisse derrière lui la trace d'un cyclisme du panache et d'un homme entier qui a fait toutes ses courses sans concession. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne en likant, en vous abonnant. Et puis moi je vous dis à bientôt et je vais continuer à rouler un petit peu.